Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce dernier numéro de la saison d'Avantinissa. Ça y est, on est arrivé au bout de cette 34e journée. L'OGC Nice termine par un match nul de partout dans le Nord, sur le terrain du LOSC. Une soirée riche en rebondissements, même s'il n'y avait pas d'enjeu au final pour l'OGC Nice. On a juste tué l'enjeu pour nos amis lillois. Désolé, mais voilà, au moins on ne termine pas par deux défaites, c'est l'essentiel. Les adieux de certains joueurs, avec plus ou moins de succès et de respect pour leur adversaire. Et puis voilà, un adieu à cette saison, probablement à l'entraîneur, certainement au directeur sportif. Bref, plein de choses à dire. On va quand même un peu parler de terrain, même si, encore une fois, l'enjeu pour le gym, c'était juste de terminer la saison sur une bonne note, ou en tout cas une note pas trop décevante. Et puis viendra l'heure après du bilan. Petit à petit, les informations s'affinent. La saison suivante ne va pas, on va dire, ne s'éclaire pas, mais en tout cas, on commence à avoir les premiers contours dessinés. Bref, parlons de tout ça avec mes chroniqueurs du jour. Et pour la dernière, je décide de partir avec ma charnière officielle titulaire. Bon, alors le Dante qui n'était pas là, on va dire, hier sur le terrain. Je l'ai moi dans l'émission, c'est Jérémy. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Bah, écoute, ça va bien. Content de revenir pour la dernière émission avec un match qui était plutôt sympa à suivre. Son partenaire qui a une meilleure conduite de balle que Terem Moffi. En tout cas, il en est persuadé, il en est très fier. Aujourd'hui, c'est Alric. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Écoute, j'en suis persuadé parce que c'est la vérité, donc on va pas chier, hein. Moi, j'ai plutôt passé un bon moment devant le match d'hier. Je suis assez content de ce que j'ai vu. Et puis voilà, c'est la dernière de la saison. Donc je suis content d'être avec vous. Pour des joueurs en vacances, en tout cas, sur le terrain, ça a été un peu plus, on va dire, un peu plus motivé, un peu plus efficace que contre Paris. Dommage, c'était peut-être dans le sens inverse qu'il fallait faire les deux matchs, mais c'est agréable, on va dire, de partir en vacances avec l'esprit déjà du devoir accompli. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission sur les résultats et les ambitions du gym, et puis pas terminer sur deux défaites, comme je le disais. Ça fait un petit goût un peu moins amer en bouche, même s'il y a des choses que l'on peut regretter quand on regarde le classement final. Bon, là, je suis parti sur un mood super saignant et rageux. Je suis désolé, parce qu'en plus, c'est pas du tout l'idée. Je suis content d'avoir survécu jusqu'à la fin de la saison. Je suis content qu'il y ait un beau match de l'OGC Nice avec des jeunes, notamment, et on en parlera, qui ont vraiment montré de belles dispositions. Et on espère qu'on les verra davantage l'année prochaine. Je pense notamment à Antoine Mendy et à Tom Louchet, le sosie officiel de Jérémy. Bref, parlons du match, messieurs. Peut-être lançons-nous tout de suite dans le mood, vous l'avez un peu donné. J'ai cassé l'ambiance, j'ai un peu climatisé à la Jordan Lotomba, mais lançons-nous dans la composition d'équipe, parce que c'est ça qui était intéressant. Des nombreux absents pour des raisons de santé ou des raisons diplomatiques, plus ou moins, mais surtout un changement tactique, on va dire inattendu. En tout cas, on ne l'espérait plus, avec une attaque à 2, Evan Guessant, Gaëtan Laborde. Le retour à une défense à 3 qu'on avait vu de manière assez éphémère au mois de janvier-février, si je me souviens bien, et qui s'explique probablement par l'absence de Dante. Alors allez, je vous cite le 11 qui a commencé le match. Marcin Bulka dans les cages, évidemment. Une défense à 3, Jean-Claire Todibo, Pablo Rosario, Antoine Mendy. C'est Tom Louchet et Jérémy Boga qui étaient respectivement piston droit et piston gauche. Un milieu Thuram Boudaoui et Claude Maurice probablement en ZZ10. Et une attaque Evan Guessant, Gaëtan Laborde. Tiens donc, et Gaëtan Laborde buteur. D'ailleurs, allez, je n'ai pas pu m'empêcher de le placer tout de suite. Mince, Gaëtan Laborde dans l'axe dans une attaque à 2, ça fait but. Qui l'aurait cru ? Allez, voilà, je suis d'humeur taquine ce matin, j'en suis désolé. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces choix de la probable dernière de Francesco Farioli, qui a du coup attendu un match sans enjeu et plein d'absents pour se dire « Hey, si on tentait quelque chose d'autre tactiquement et regardons si ça marche ». C'était surprenant, mais force est de constater que ça a fonctionné. Non seulement ça a fonctionné, mais en plus c'était intéressant. J'ai trouvé intéressant de changer quelque chose de radical, justement dans ce qu'on avait l'habitude de voir dans les compositions de Farioli. Et la première chose qu'on a pu noter, c'est que déjà on a fait une très bonne entame de match et on marque rapidement. Mais mieux que ça, on a complètement déstabilisé les Lillois, qui, même si on a eu 20 minutes un peu compliquées en première mi-temps, on a réussi à les contenir et on n'a pas rompu, et ils ne se sont pas créés tant d'occasions que ça en première mi-temps. Donc c'était très intéressant. Moi, j'ai bien aimé le fait de mettre Boga piston gauche. Il avait tout le couloir à gauche pour faire ce qu'il voulait. Il a fait ce qu'il voulait dans la défense lilloise. Notamment sur le premier but, où il est passeur décisif. Notamment sur le premier but. Et pas que, parce qu'en fait, il y a 2-3 fois où il aurait pu être encore plus décisif. Il y a une action
où il fait un espèce de dédoublement. Enfin, il y a un dédoublement avec Claude Maurice qui aurait pu amener un but contre son camp lillois. Enfin, franchement, c'était super intéressant et ça laisse un petit peu de regret de ne pas avoir vu ça un peu plus longtemps. Gaëtan Laborde, oui, c'est ça, qui marque en position de pur attaquant. Bah tiens, comme quoi ça fonctionne. Et Van Guessant qui avait eu les espaces pour se protéger parce que Lille aussi s'est découvert comme il fallait, parce qu'eux devaient gagner pour se qualifier en Ligue des Champions. Donc, plutôt bon ce que j'ai vu. Après, bon, malheureusement, on verra plus tard, mais le gym a été rattrapé par ces vieux démons. Mais intéressant ce que j'ai vu par rapport à Farioli. Et l'absence de Dante, finalement, ne nous a pas été préjudiciable, donc ça peut laisser des portes pour l'année prochaine. Oula, tu t'avances. Jérémy va te fracasser la gueule dans 30 secondes. Jérémy, on a... alors, la dernière phrase me plaît pas trop, là. Ouais, voilà, franchement, là, il va te mettre un tac, les deux pieds décollés, ça va faire rouge. Jérémy, on a au moins vu quelque chose de différent. On a vu un jeu, peut-être que le mot léché est un peu fort, mais quelque chose d'un peu plus plaisant, d'un peu plus animé que ce qu'on a pu voir sur la plupart des sorties du gym dans la saison. Alors, bon, c'est l'histoire d'un soir, d'un changement de système face à une équipe qui, comme l'a rappelé Alric, devait quand même un peu se découvrir et faire le jeu. Puis c'est dans l'ADN du LOSC de toute façon, donc n'en tirons pas de leçons rétroactives sur l'entièreté de la saison. Mais il me semble que les rares fois où on a vu ce système à 3, on a vu quelque chose de différent. Et comme je le disais notamment au cœur de l'hiver, à chaque fois on s'est dit tiens, quand même, il y a quelque chose. Et au final, on l'a assez peu vu. Est-ce que ça te laisse des regrets ou est-ce que tu es plutôt en mode non, mais c'était un match au CEF total. Il a voulu se faire un dernier kiff. Les joueurs, de toute façon, ont semblé un peu plus concernés pour terminer la saison d'une belle façon. N'en tirons aucune leçon. Alors non, pas de regret parce que je pense que on a vu une équipe qui surtout n'avait plus de pression du tout en fait du résultat. Je pense que ça s'est vu notamment en première mi-temps où je trouve que c'est là qu'on a fait un très bon match. La seconde mi-temps était pas mal non plus, mais je trouve que c'était un peu moins bon. Donc voilà, une équipe qui était libérée. Le changement tactique, je pense que ça s'explique, oui, par les absences, notamment celle de Dante. Après, non, j'ai pas forcément de regrets sur le fait qu'on ait joué ou pas comme ça tout au long de la saison. Comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment plutôt l'état d'esprit libéré des joueurs qui a fait la différence. Donc voilà, après, je suis plutôt content d'avoir vu certains joueurs titulaires. Je pense à Antoine Mendy et Tom Boucher, qui clairement prennent de l'expérience pour l'année prochaine, et ça me plaît de voir ça. On a vu aussi une très bonne entrée de Daouda Traoré. Donc très content de voir des jeunes qui ont fait avoir du temps de jeu comme ça dans l'équipe. Aliou Baldé a même droit à jouer 10 minutes, hein. Incroyable. Voilà, quoi, tout et arrive. ça a été 10 minutes intéressantes en plus. Donc bon, comme à chaque fois qu'il est rentré quasiment. Donc j'espère que lui aussi aura un peu plus de temps de jeu l'année prochaine parce que je trouve qu'il le mérite. Après, il y a des petits choix que j'ai pas trop compris. C'est pas que ça m'a pas fait plaisir de voir Alexis Claude Maurice sur le terrain, mais étant donné qu'il est en fin de contrat, là, je comprends pas trop pourquoi on l'a fait jouer 1 heure de jeu, je crois. Donc on verra bien ce qui se passe. Donc voilà, après on reviendra sur les changements qui ont encore été un peu catastrophiques, je trouve, mais un peu dans la lignée du coaching de la saison, qui pour moi est un gros point faible de cette saison avec Farioli. Mais bon, on va en reparler. Mais en tout cas, voilà, plutôt un bon match. C'est bien de ne pas avoir perdu. On aurait même pu gagner à la fin sans un léger hors-jeu, il me semble. En fait, je suis plus triste pour Daouda Traoré que pour la victoire, en fait. Oui. mais bon, voilà. En tout cas, c'était plaisant d'être revenu au score. On a même vu un but de Jordan Lotomba, donc on aura tout vu. Tout arrive. C'est pour ça qu'il fait un temps dégueulasse sur Nice, là, aujourd'hui, très clairement. À tout moment, il neige, avec un but de Jordan Lotomba. Donc, tu disais, le micro hors-jeu de Daouda Traoré qui semble quand même y être. Une situation litigieuse également sur un pénalty non sifflé. On en parlera dans quelques instants. Mais voilà, vu qu'il y avait eu ce match en semaine perdu face au Paris Saint-Germain, il n'y avait plus vraiment d'enjeu, donc on est déjà content de ne pas perdre. On n'est pas très content d'avoir tué la fin de saison de nos amis lillois, mais bon, charge de revanche, ils l'ont déjà fait dans l'autre sens, on leur a offert un titre, bon c'est bon, on va pas... Rien de grave, ils ne descendent pas en Ligue 2, contrairement à l'horrible FC Lorient. Pardon, ça fait toujours plaisir. Bref, ça c'était un peu la composition d'équipe. Ouais, une petite interrogation peut-être sur le choix de Claude Maurice. Après, c'est peut-être le seul qu'on avait à notre disposition qui réellement pouvait s'épanouir dans cette espèce de rôle de 10. Je sais pas. Après, on verra effectivement si l'aventure se prolonge pour lui. J'espère ni pour lui ni pour nous, mais on ne serait pas à l'abri d'une surprise connaissant notre club. Ça, c'était un peu la compo. Je voulais peut-être lancer
Quelques dossiers sur quelques joueurs. On a parlé d'Antoine Mendy qui a quand même pris un peu de temps de jeu petit à petit sur ces dernières semaines, comme on l'avait vu déjà les saisons précédentes, aussi à l'aise dans cette défense à 3 qu'au poste de latéral droit. Alors bon, il y a encore des défauts, on l'a vu notamment face au Havre, très intéressant offensivement, un peu plus en difficulté défensivement. On sait qu'il a également concédé 1 ou 2 pénaltys cette saison. Ça reste un jeune joueur. Il nous a donné envie d'en voir plus, et dans la quête en fait, et là peut-être que je vous demande autant votre avis sur sa performance d'hier que sur, selon vous, le rôle qu'il peut avoir dans les prochaines semaines et les prochaines saisons à l'OGC Nice. Finalement, c'est un joueur un peu couteau suisse qui a souvent donné satisfaction. Et c'est surtout un jeune joueur, on a l'impression qu'il y a encore une petite marge de progression. Et dans un chantier, la défense qui va être énorme, supposément, au mercato, est-ce qu'en fait, ça fait pas partie des joueurs, on se dit, on sait ce qu'on a, on peut même avoir une bonne surprise avec lui. Est-ce que lui donner un rôle un peu plus important, ou en tout cas essayer de le convaincre, de lui dire tu auras plus de temps de jeu l'année prochaine, ne va pas voir ailleurs pour faire une saison en tant que titulaire, ça serait pas, selon vous, la bonne décision? On se rappelle, il a que 19 ans. Alors bien sûr, s'il y a un club de Ligue 1 ou Ligue 2 qui lui dit viens faire une saison pleine, peut-être qu'il hésitera, mais je pense qu'on peut lui dire, en tant que troisième homme dans une charnière centrale, et selon le plan de jeu de notre futur entraîneur, on devrait avoir quand même des arguments pour le convaincre de rester. En tout cas, moi je pense que ça serait une bonne idée de se dire il y a déjà suffisamment de chantiers, et notamment 1 ou 2 latéraux à recruter à droite, et probablement 1 ou 2 défenseurs centraux. Comptons sur Antoine Mendy, non? Très clairement, j'ai envie d'en voir beaucoup plus l'année prochaine. Alors attention, ce que je vais dire n'engage que moi, mais je suis presque convaincu que ça peut faire une progression, après sur plusieurs saisons, mais je suis convaincu qu'au même titre qu'un Melvin Barr qui est passé de pas grand-chose l'année dernière à très bien cette année, lui il est capable de faire beaucoup mieux, et il est capable d'apporter beaucoup plus à l'OGC Nice, et d'avoir une vraie progression dans un groupe professionnel. De tout ce qu'on a vu à chaque fois qu'il est rentré, que ça soit sous Digard, sous Farioli cette année, ça a jamais été horrible. Ça a jamais été horrible, et encore plus parce qu'il a ce côté polyvalent, et qu'il peut jouer tant à droite que dans une défense centrale, soit à 2, soit à 3. Mais non, c'est super. Et puis de toute façon, je vais revenir sur des mots que Lucien Favre avait eu lors de la première saison au gym, où il avait dit l'OGC Nice doit compter sur son centre de formation, déjà d'une parce qu'il a l'expérience de former des joueurs, mais surtout parce qu'il aura jamais les moyens d'acheter des joueurs top niveau tous les ans. Donc il doit faire de son centre de formation une vraie force. Et le fait de voir des joueurs comme Antoine Mendy, comme Tom Louchet, qui montrent le bout de leur nez de manière assez récurrente, même si Louchet a un peu disparu en cours de saison, c'est une vraie force sur laquelle le l'OGC Nice doit s'appuyer. Donc oui, Antoine Mendy, c'est une vraie satisfaction pour le peu de temps de jeu qu'il a eu cette année. J'espère qu'il en aura encore plus l'année prochaine. Jérémy, sur le rôle de Antoine Mendy, on peut étendre ça à Tom Louchet, même si lui a peut-être eu un peu plus de temps de jeu cette saison. On l'a davantage vu. On l'attendait moins, parce qu'on le connaissait moins que Antoine Mendy, qui gravite depuis plusieurs saisons autour du groupe pro. Mais l'OGC Nice, face à l'énorme chantier qu'il va y avoir au mercato, le fait qu'on ne va pas avoir non plus des moyens dispendieux, d'après ce que dit Jean-Pierre River, et on en parlera en fin d'émission notamment, et puis cette volonté peut-être d'avoir des joueurs un peu plus concernés par l'institution OGC Nice. Alors certes, aucun des deux n'est natif de Nice, mais ça n'a jamais empêché des joueurs de s'y attacher, et de représenter dignement nos couleurs. On a également nos moutons noirs nés à Nice qu'on n'aimerait pas voir au club. Donc voilà, pour toi, est-ce que cette génération-là, et on peut parler de Daouda Traoré également, qui est certes un peu plus jeune, mais qui est rentré hier, doit servir, alors peut-être pas de colonne vertébrale au gym la saison prochaine, mais en tout cas doit faire partie de l'équation et de la reconstruction de l'énième projet à venir? Oui, totalement. Pour moi, il doit avoir plus de temps de jeu. Et en parlant d'Antoine Mendy, justement, moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup apprécié. Déjà l'année dernière, je trouvais qu'il avait fait de bonnes entrées, de bons matchs, notamment avec Didier Digard. Là, je trouve que justement, à chaque fois qu'on l'a vu cette année, surtout là en fin de saison, il a été quand même plutôt cohérent. Enfin, ce qu'il a montré était cohérent.
J'ai bien aimé encore son match d'hier soir. Alors l'année prochaine, j'espère le voir dans le groupe pro, surtout qu'il a cette polyvalence-là de dire jouer dans une défense à 3 à droite, enfin jouer défenseur central aussi. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Après, si on me dit voilà, c'est le remplaçant de Jean-Claire Todibo, là je vais dire non, quand même pas. Mm. Mais clairement, s'il y a une place justement en défense, j'espère qu'on va lui en donner une parce que je trouve qu'il le mérite et ce serait bien de l'accompagner dans sa progression petit à petit parce que ça ferait un joueur tout simplement de moins à recruter, un joueur formé au club, ça fait toujours plaisir dans l'équipe. Donc voilà, vraiment content de l'avoir vu hier soir. Il gagne un peu en expérience et j'espère vraiment que l'année prochaine il aura un rôle à jouer. Voilà, comme je l'ai dit, peut-être pas en tant que titulaire indiscutable, mais voilà, vraiment avoir du temps de jeu petit à petit. Après, on a tellement de mal à recruter des latéraux que bon, pour une fois qu'on en a un formé au club, autant essayer d'en profiter. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, mais comme j'ai dit, voilà, j'espère qu'il aura du temps de jeu et j'espère qu'on verra aussi plus des joueurs comme Tom Boucher, Daouda Traoré. Évidemment qu'il faut vraiment essayer de se concentrer et d'avoir des joueurs qui sortent du centre de formation. Ce sera toujours des joueurs en moins à recruter et d'autres postes à pourvoir qui seront peut-être plus intéressants aussi. Messieurs, je voudrais qu'on parle aussi quelques instants de Jérémy Boga, donc dans ce rôle inhabituel, on va dire, de piston gauche, même s'il a été extrêmement bien couvert voilà, par cette défense à 3, notamment Jean-Claire Todibo, et puis par tout le bloc équipe globalement. Il a vraiment eu cette liberté sur le côté. Il est passeur décisif, et bon, pour la petite stat, avec 2 buts et 4 passes décisives, il est décisif sur les 6 derniers matchs de l'OGC Nice. Donc, on a dit dans la saison, bon, entre le départ à la CAN, des petits problèmes de blessure, l'adaptation au début de saison, que on en attendait plus de lui, notamment au niveau stats. Au final, n'aura manqué que ce but à Reims pour nous envoyer vers les sommets du championnat. Mais vraiment, une fin de saison de Jérémy Boga qui est canon, peut-être plus en rapport avec le statut qu'on attendait de lui, avec le coût du transfert, même si il n'en est pas responsable et qu'il y a des bien plus gros flops financiers aujourd'hui dans l'effectif de l'OGC Nice. Mais voilà, c'est l'occasion pour déjà de parler de son match, où vraiment, en l'absence de Mohamed Ali Chaud qui n'est rentré qu'en fin de match, il a vraiment eu ce rôle de détonateur, et je pense qu'il l'a rempli à merveille. Il a staté avec cette passe décisive, comme je le disais, pour Gaëtan Laborde. Mais bon, puisqu'on est à l'émission de la 34e journée, c'est un peu l'occasion de faire aussi des bilans pour tout le monde, et je voulais peut-être souligner que on a vu la montée en puissance de Jérémy Boga dans la saison, et puis ce qu'on disait en fait sur la première partie de saison, où c'était une certaine Boga dépendance, que s'il n'était pas à l'endroit, ou qu'il n'avait pas passé son vis-à-vis, l'animation offensive de l'OGC Nice était morte pour le match, et on savait qu'on en ferait rien. Aujourd'hui, il s'inscrit peut-être davantage dans un collectif un peu plus chatoyant, un peu plus huilé sur ces peut-être 3-4 dernière rencontre. Je sais pas ce que vous en pensez, et en tout cas moi je suis vraiment hypé de me dire, lui on sait qu'il va rester, ça fait partie des joueurs supposément intransférables puisqu'il vient d'arriver, et j'ai déjà hâte d'en voir plus en réalité. Bien sûr qu'on a hâte d'en voir plus. Ces statistiques, elles sont pas dégueu, sachant qu'en plus il a pas été là pendant 1 mois et demi, puisqu'il était à la CAN, qu'il lui a fallu du temps pour revenir et puis se remettre de son titre. On n'oublie pas qu'il a quand même gagné la CAN, même s'il a peu joué, et que il y a toute une période d'espèce de transition que tu dois refaire pour revenir dans ton quotidien. Mais il a fait une bonne saison. Je crois que c'est la semaine dernière où je disais qu'il avait des statistiques qui étaient comparables à Justin Kluivert quand le Néerlandais est venu jouer à l'OGC Nice, et on avait dit qu'il avait fait une plutôt bonne saison. 5 buts et 6 passes décisives en 28 matchs, du coup, pour Jérémy Boga. Et avec 1 mois et demi de compétition en moins. Donc je trouve ça intéressant. D'autant plus qu'il lui a fallu une petite période d'adaptation au début, parce qu'il était arrivé dans un nouveau club, il fallait se faire aux consignes du coach Farioli. Puis quand il a pris la mesure de ce qu'on lui demandait, puis on a commencé à voir ses vraies capacités, enfin celles qu'on savait qu'il avait, mais on a commencé à le voir sous son bon jour. Effectivement, il a eu un défaut, c'est qu'il n'a pas toujours été très, très régulier, mais si ne pas être très régulier, c'est finir avec des stats qui finalement sont pas dégueux. J'ai hâte de voir ce que ça peut être un Boga régulier sur toute une saison, qui a pris la pleine mesure du club dans lequel il joue, qui est vraiment conscient de toutes les capacités qu'il a.
Moi, je suis satisfait, d'autant plus qu'on a vu que sa relation avec Mohamed Ali Chaud sur l'autre côté, elle se faisait de plus en plus intéressante. Et comme ces deux joueurs qui supposément resteront l'année prochaine, bah ouais, j'ai complètement envie de les voir avec une saison complète dans les pattes. Justin Kluivert, c'était 6 buts et 6 passes décisives, donc juste Exact. un but de plus en 31 matchs parce qu'il y a le doublé en Coupe de France, notamment. Qui, le fait. Voilà. Mais bon, si tu regardes décisives par minute, on est sur un ratio globalement équivalent. Et voilà, Justin, c'était des blessures au lieu de la canne pour Jérémy Boga. Mais voilà, effectivement, loin de nous l'idée de mettre en compétition ces deux joueurs. On aimerait bien avoir les deux dans l'absolu. Oui. Moi, même si on est content d'avoir Mohamed Ali Chaud aujourd'hui. Mais voilà, pour dire, au niveau de l'analyse, on peut comparer en tout cas le bilan et ça demandera à être confirmé la saison prochaine, alors que malheureusement Justin n'est pas resté plus longtemps chez nous. Jérémy, sur ton presque homonyme, parce que ça ne s'écrit pas pareil, et tu as bien insisté sur le fait que ça ne faisait pas partie des Jérémy avec un Y, mais IE, et que ça n'a rien à voir apparemment. Sur le match, la saison de Jérémy Boga, les attentes pour la saison prochaine. Sa fin de saison donne clairement une meilleure tournure, on va dire, parce que moi je trouvais justement que on sait que c'est un très très bon joueur, il a prouvé. Après, je trouvais sa saison quand même assez inconstante. Je l'avais dit dans plusieurs émissions j'avais même dit à un moment donné qu'il faisait un match sur 5. Je trouvais que des fois il y avait des matchs où on le voyait pas du tout, que c'était très frustrant en connaissant la qualité du joueur. Par contre, c'est vrai que sa fin de saison est quand même vraiment très très bonne. Il a marqué des buts importants, notamment celui contre Le Havre. Et bon, le genre d'action sur le but de Labordière, le genre d'action qu'il fait, il y a que lui dans l'effectif, avec peut-être Mohamed Ali Chaud qui peut faire ce genre de différence. Donc bon, c'est clairement le joueur qui peut faire des différences à l'heure actuelle dans l'effectif, et je pense que, je suis quand même bien content qu'il soit là, bien content que normalement il reste la saison prochaine. Donc voilà, après je pense que vous avez tout dit, mais voilà, je suis quand même content d'avoir ces deux joueurs, Jérémy Boga, Mohamed Ali Chaud, parce que c'est clairement des profils de joueurs qui nous manquaient les saisons précédentes, et on a quand même deux joueurs qui peuvent faire beaucoup de différence 1 contre 1, qui sont très très bons justement dans le dribble. Boga justement là dans le dernier geste, c'était quand même beaucoup mieux en fin de championnat. Donc voilà, très content de l'avoir et très content qu'il puisse faire cette fin de saison. Je suis content que certains joueurs, dont lui, aient pu faire une très bonne fin de saison pour rester sur un bon souvenir de cette saison-là et pour bien préparer surtout la saison prochaine. Ouais, je pense aussi que l'arrivée de Mohamed Ali Chaud lui a fait du bien, pas les mêmes responsabilités sur le terrain, ou en tout cas tout ne dépend pas de lui, donc forcément il joue peut-être un peu plus libéré. Bon, et puis hier, en plus, sur sa passe décisive, il prend le couloir au lieu de repiquer dans l'axe, comme il a fait des centaines de fois, notamment face au PSG. Ça joue peut-être un peu plus sur ses qualités naturelles. Bon, après, c'est le changement de système qui a voulu ça, et ça a été un choix payant. Donc, félicitons-nous. Peut-être un dernier mot sur un joueur que je souhaitais aborder. Après, je vous laisserai vous sortir vos dossiers avant qu'on essaye de tirer des enseignements de cette rencontre et qu'on revienne au hors-terrain, parce que c'est ce qui va nous animer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Je voulais parler de Gaëtan Laborde. Alors Gaëtan Laborde, buteur, j'en suis très content. Effectivement, un vrai but d'attaquant, comme on le disait tout à l'heure, en position axiale. Alors, on va pas se voiler la face, putain, la défense du LOSC sur le premier but quand même, parce que si c'est pas Laborde, t'as 3 Niçois derrière qui sont encore tout seuls. Voilà, Boga, il a aspiré la moitié du bloc équipe. Derrière, c'était open bar. Mais bon, tant mieux, et tant mieux que ce soit Gaëtan Laborde pour lui qu'il marque. Est-ce que, au final, qu'est-ce qu'on retient ? 1 de son match et 2 de sa saison. On va pas revenir sur ses statistiques. Allez, par honnêteté intellectuelle, je les mentionnerai. Mais bon, très clairement en deçà de ce qu'on attend de Gaëtan Laborde et de ce qu'il peut faire. Pas très bien servi en étant flanqué sur le côté droit la plupart de la saison. Petite perte de confiance et d'efficacité. Il n'a pas réussi à l'inverser en faisant notamment des mauvais matchs et des mauvais choix devant le but. C'est normal que la concurrence s'applique également à lui. Mais va se poser la question de son avenir. En réalité, il a encore 2 ans de contrat. Il a l'un, si ce n'est le plus gros salaire du club. Ça sera peut-être compliqué de le faire partir, sauf si lui le désire, mais à la fois, avec un nouveau coach, peut-être un nouveau système de jeu, il n'a jamais que 30 ans. Est-ce qu'un départ est souhaitable, nécessaire, ou est-ce qu'on se dit, allez, c'est une saison qui a été compliquée parce que sacrifiée sur quelque chose, et peut-être que le chantier de l'équipe est beaucoup trop important pour se dire,
on peut se passer d'un attaquant qui a le potentiel, comme il a fait toutes les saisons précédentes, de marquer au moins 15 buts. Bon, en l'occurrence, c'est 6 buts et 2 passes décisives pour Gaëtan Laborde cette saison. Mais c'est aussi 34 matchs joués. Donc il a été de tous les matchs de championnat et de coupe. Donc c'est aussi l'un des rares joueurs qui, même si c'était que quelques minutes par moment, n'a pas été blessé. Voilà. Bon, vous avez compris, je vous brosse un portrait super flatteur de Gaëtan Laborde. Je n'ai aucune objectivité sur ce dossier. Je vais laisser du coup Alric et Jérémy peut-être en rétablir un peu. Non, mais moi je considère que on a fait du mal à Gaëtan Laborde cette saison. Enfin, c'est un on impersonnel, hein, mais je vise principalement. Ah oui, c'est pas nous, hein, c'est sûr, mais. Ouais, c'est ça, voilà. C'est un on impersonnel, mais je vise surtout les choix du coach Farioli. Enfin, le cantonner sur un côté droit, lui pour un joueur qui n'a aucune capacité pure d'un ailier, c'était vite couru que ça allait devenir compliqué. Soulever avoir comme défense, oui, mais c'est parce qu'il défend bien, d'accord, mais bon, si c'est pour qu'il marque pas de but, c'est pas intéressant. Est-ce que c'était pas conditionné aussi par la construction de l'effectif, hein, parce que bon, moi je veux bien fracasser Francesco Farioli, quand son départ sera officiel, on s'en chargera de le faire plus volontiers, mais à la fois c'était peut-être aussi un manque de solutions, d'alternatives, un effectif qui n'était pas construit pour son système de jeu, et du coup Gaëtan Laborde a rendu des services dans l'intérêt supérieur du club avec une super première partie de saison. Et du coup, c'est vrai que pour son cas personnel à lui, c'est un peu moche, mais en attendant, le scénario de la saison et cette 5e place, au final, valide quand même le choix de l'entraîneur italien. Non, mais ça d'accord, il n'y a pas de souci. J'essaye d'être objectif très fort, Alric, tu ne m'aides pas du tout. Non, mais j'entends bien, mais ce que je veux dire, c'est que là où j'en veux un peu à Farioli, c'est que t'as pas l'objectif que tu veux, il y a des problèmes et tout dans la construction, il n'y a pas de problème. Effectivement, c'était pas un effectif qui était fait pour le jeu que le coach italien voulait mettre en place. Mais quand tu vois que ça fonctionne pas avec, par exemple, Terem Moffi devant, tu sais que Gaëtan Laborde, il est avant-centre pur, neuf. Mets-le devant. Essaie au moins. Essaie de voir sur 5, 6, 7 matchs ce que ça peut donner. Essaie de créer une animation un peu plus cohérente. Et non, tu te cantonnes en disant oui, mais Gaëtan Laborde, il défend bien. Voilà. Et ce qui est bizarre, c'est que quand Mohamed Ali Chaud est arrivé, Gaëtan Laborde, on l'a plus vu sur le côté. Donc c'est pas parce que Gaëtan Laborde il défendait bien qu'il était titulaire. C'est juste parce que il avait pas de choix, il mettait Gaëtan Laborde là, mais quand il a pu s'en débarrasser, il s'en est débarrassé. Donc je suis désolé. J'en veux principalement au coach Farioli de ne pas avoir essayé plus d'une fois de mettre Gaëtan Laborde en position de 9. Bon, il est vrai, il me semble que sous Digard, il y a eu quelques moments où effectivement, après l'arrivée de Terem Moffi, Gaëtan Laborde s'est retrouvé un peu esselé sur le côté, mais l'animation était différente. On laissait plus de liberté à des joueurs comme Kefren Thuram. Les joueurs étaient un peu libres de leur mouvement, il y avait moins de rigidité, on jouait un peu plus au football. Et il s'en est très bien sorti. Enfin, s'il finit meilleur buteur l'année dernière sous Digard, il en est largement capable, sachant qu'il avait touché 5 ou 6 poteaux en première partie de saison sous Lucien Favre. Donc non, Gaëtan Laborde, c'est pas un peintre. Ça l'a jamais été depuis qu'il a atteint un niveau très correct en Ligue 1. S'il doit rester l'année prochaine, moi, franchement, je le garde avec plaisir, parce que je sais qu'il y aura un nouveau coach. Et donc, je suis curieux de savoir ce que Bruno Genesio... Pardon. Mince, on a dit qu'on n'en parlait pas. Jérémy, sur le match, vous avez remarqué dans cette émission, on a bien du mal à parler de la rencontre, parce qu'au final, sans dire qu'elle est anecdotique, mais elle est anecdotique. Bon, alors disons qu'elle est anecdotique, mais c'est plutôt les enseignements pour l'avenir qu'on essaie de retenir sur... on a fait toute la saison sur Gaëtan Laborde, on aurait aimé voir. Bon, voilà, le fait est qu'il termine la saison en marquant un but, ça lui fera peut-être du bien aussi pour sa tête et ses vacances. Mais toi, de ton côté, sur ce que ce match révèle de l'utilisation et du statut de Gaëtan Laborde cette saison, est-ce qu'on peut en tirer pour la saison prochaine? Alors... Encore une fois, il y a la question de son contrat et de son salaire qui font que s'il y a une porte de sortie par rapport à la situation économique du gym, ça sera peut-être dans l'intérêt de tout le monde qu'il parte. Après, voilà, on n'est pas comptable du club, on n'est pas directeur sportif, on n'est pas Florian Maurice. Oups. Mais c'est moche ça. Non, c'est moche.
Est-ce que pour toi, si on se cantonne vraiment à une analyse sportive à notre niveau de supporter, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la saison de Gaëtan Laborde et qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la saison prochaine, que ce soit ici ou loin du gym? Bah écoute, Gaëtan Laborde, malheureusement, si on prend la saison juste comme ça de manière pragmatique, évidemment la saison n'est pas réussie, étant donné en plus, quand on connaît la qualité du joueur et en plus la saison qu'il a fait avec nous l'année dernière, parce que bon, pour moi, comme je le rappelle, c'était l'aiglon de la saison l'année dernière, et il me semble qu'il est fini sur le podium, mais bon, j'aurais préféré qu'il soit premier. Après, voilà, c'est vrai que cette saison, ça n'a pas été le cas, enfin, ça n'a pas été très très bon. Je pense que oui, effectivement, il y a son replacement à droite qui l'a pas du tout aidé. Je pense qu'il a été un peu. Ça a été un joueur d'équipe en tout cas, ça il faut le reconnaître, et il a été très très utile quand même dans tous les résultats. Pas forcément là où on l'attend, c'est-à-dire pour marquer des buts et être décisif. Après voilà, en tout cas, ce replacement à droite, oui, ça l'a pas aidé. Je pense qu'après, ça l'a mis un peu dans un cycle qui n'était pas très bon parce qu'il a perdu un peu de confiance. Mais ça reste quand même un joueur de surface. On a vu que les rares fois où il a été placé dans l'axe, j'ai notamment en tête le match contre Reims, on gagne de 1, et ce match hier soir où quand il est dans l'axe, il marque. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression que quand qu'il marque souvent des buts en taclant le ballon comme ça sur des centres en retrait, ça veut dire que quand même c'est un joueur de surface qui sait se placer. On connaît ses qualités de buteur. Mais voilà, il n'a pas été mis dans les bonnes conditions, et en plus, c'est vrai que lui, je trouve que même individuellement, il a quand même eu des phases où c'était quand même pas très très bon. Il y a quand même beaucoup de fois où justement il a tenté des frappes, c'était quand même, quand je repense à la frappe contre Paris par exemple, c'est vraiment des frappes à ras de terre dans l'axe, sans puissance, donc c'est sûr que pour un gardien de Ligue 1 c'est pas très très compliqué à arrêter, mais bon voilà, en tout cas c'était une saison qui a été complexe. Dire s'il va rester ou pas, c'est quand même compliqué. Il va falloir aussi voir il faut voir qu'on a quand même 3 avant-centres, on a lui, on a Evan Guessant, Terem Moffi, donc comment on va gérer ça l'année prochaine, dans quel schéma de jeu on va jouer avec quel entraîneur, et je pense que beaucoup de choses vont se passer en fonction du choix du prochain entraîneur et aussi de ce que lui veut pour son avenir. Donc on va voir. En tout cas, moi je ne serais pas contre le garder parce que je trouve que ça reste un très bon joueur et ça reste quand même je pense que c'est important dans l'effectif d'avoir des joueurs comme ça qui connaissent bien la Ligue 1 et qui sont quand même plutôt des valeurs sûres. Je pense à lui, je pense à Morgan Sanson par exemple, qui sont des joueurs sur lesquels il va falloir s'appuyer, notamment en Coupe d'Europe l'année prochaine. Ça sera à suivre pour l'avenir, des nombreux dossiers du Mercato, parce qu'on en parlait dans les précédentes émissions. À part 5-6 joueurs pour des raisons différentes, que ce soit contractuelles, viennent d'arriver, ou de blessures de longue durée, a priori, tout le monde est susceptible d'être sur le départ en cas d'offre satisfaisante pour le club et pour le joueur. Donc on ne sait pas dans quelle mesure il y aura vraiment une très très grosse lessive. C'est possible, on espère naturellement, on le souhaite, qu'il y ait un maximum de stabilité. Mais bon, quand tu as le directeur sportif et l'entraîneur déjà qui vont changer et que tu as la moitié de ton équipe sur le départ, voilà, on espère pas trop. Puis est-ce que c'est vraiment l'ADN du club, la stabilité? Ça l'a été très très longtemps avec Jean-Pierre Hiver et Julien Fournier. C'est moins le cas depuis 2019, mais comme le dit Jean-Pierre Hiver, on espère repartir sur sur des choses plus vertueuses. Et on va en parler dans quelques instants. Je voudrais qu'on termine sur ce match, sur ce LOSC Nice de partout, je le rappelle, hier, parce qu'on enregistre lundi matin à la faveur d'un jour férié pour nous. Messieurs, on a vu au final on va dire un gym à deux visages, comme souvent. Il y a eu une très bonne entame, il y a eu des moments où on a su résister, qui ressemblaient un peu au début de la saison, un retour des vestiaires plus compliqué avec le LOSC qu'on a profité pour marquer par 2 fois. Mais au final, c'est nous qui revenons au score, quelque chose qu'on a mis très très longtemps à faire cette saison, et au final, sur les 3 derniers mois, on arrive à prendre des points après être mené. Est-ce que c'est pas finalement un excellent résumé de notre saison avec ce qu'on avait de qualité et qui nous permet d'être 5e au final, et ce qui également nous a limité par moments dans des matchs clés où on aurait pu passer du côté Ligue des Champions plutôt que Ligue Europa. Et bien sûr, si vous voulez vous faire plaisir, j'ajoute dans les limites malheureusement de cette saison qui nous ont pas permis de prétendre au top 4, l'arbitrage, parce que bon, autant il semble qu'il y ait hors-jeu sur de quelques millimètres, mais hors-jeu quand même, ça compte sur le but de Daouda Traoré en fin de match. Autant la question du penalty, je pense qu'on va en discuter un peu plus, Alric. Ouais, alors déjà, ce match de l'OGC Nice contre le LOSC hier, par rapport à sa physionomie, il résume parfaitement la saison de l'OGC Nice. Les 10 premières minutes
du gym sont incroyables et on va dire que ça correspond aux 13 matchs sans défaite de Francesco Farioli. Voilà. Après, 20 minutes, c'est compliqué, où tu plies et tu romps pas, donc c'est un peu le reste. Et puis, début de seconde mi-temps, t'es mangé parce que le LOSC est obligé vraiment de marquer, et puis tu fais une petite erreur, et bingo, ça c'est le match à Nantes où tu te casses la gueule sur une erreur, et après tu subis un peu la foudre, et tu prends ce deuxième but de Benjamin André, qui comme un symbole, c'est le capitaine, c'est le joueur emblématique, c'est tout ça. Et niçois au passage d'ailleurs. Et niçois, mais c'est le joueur qui nous manque depuis longtemps, enfin qui nous manque depuis le départ de Mario Lemina, hein. Je suis désolé, je le replace, mais ça fait toujours du bien. C'est le joueur qui nous manque depuis le départ de Lemina, donc voilà, ça c'est la grosse période de creux qu'on a fait pour continuer en parallèle avec ce février-mars qui ont été absolument dégueulasses. Et tu finis le match en trompe où tu marques 2 buts, dont un qui est malheureusement refusé. Tu as un penalty qui doit être accordé. Ça, c'est le parallèle, les matchs Lyon, Monaco, tout ça. Bon, voilà. Et tu finis bien, malheureusement. Et c'est ce qu'on voit actuellement, parce que je crois que Farioli, il est sur une série de 6 matchs sans défaite ou un truc comme ça. Ah non, pardon, parce que ça a été coupé par le PSG. Il y a Paris au milieu quand même. Mais voilà, tu finis plutôt bien ta saison avec une seule défaite sur les 6-7 derniers matchs. Donc voilà, ce match du gym face au LOSC, avec tout le côté symbolique qu'il peut y avoir, l'amitié des deux clubs, les joueurs qu'on marqué, etc., c'est le résumé de notre saison. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On a eu beaucoup de chance en première partie de saison, pardon. Et ça a été un peu moins le cas en seconde partie. On a été fort, on a été moins fort. Ça laisse beaucoup de regrets. Moi, j'ai quand même un sentiment d'inachevé et de déception, parce que l'image que j'en garde, c'est que, encore une fois, on a vu ce qu'on n'espérait pas du côté du gym. C'est ce cassage de gueule monumental. J'espère, je ne fais pas trop d'illusions parce que c'est un peu une relation toxique avec le gym, mais j'espère qu'on saura en tirer les leçons. Et pour répondre à la question posée, il y a penalty sur Antoine Mendy. Je vois pas pourquoi, je comprends pas comment l'arbitre le voit pas. Si, je comprends, parce qu'on lui montre pas la bonne image. Mais il y a complètement penalty sur Antoine Mendy. C'est un peu à l'image de ces matchs Lyon, Monaco, où l'arbitrage nous a fait défaut. Et par contre, effectivement, il y a hors-jeu sur le but de Daouda Traoré. C'est malheureux pour lui, mais pour le coup, ça se voit, donc c'est normal que ça soit refusé. Ça attendra la saison prochaine pour le premier but en Ligue 1 de Daouda Traoré. En tout cas, on le lui souhaite. Jérémy, sur ce match, comme on le disait avec Alric, qui résume au final les forces et faiblesses de l'OGC Nice cette saison, où tu passes pas très loin de mieux, et où en fait tu te dis que tu es à ta place parce que tu as été un peu trop irrégulier, que ce soit tout au long de la saison ou dans certains matchs, il y avait moyen de passer devant un adversaire direct, ou d'envoyer un signal, ou de réenclencher une dynamique. Et sur des petites erreurs d'inattention, des petites décisions arbitrales défavorables, ou des manqués malheureux, ça n'a pas vraiment tourné dans... Alors, je vais pas dire dans le bon sens, parce que, encore une fois, on est 5e, qualifié directement en Europa League. On nous aurait dit ça au mois de juillet l'année dernière. On se serait saigné pour signer le contrat. Donc, ne crachons pas dans la soupe, félicitons-nous de ça, de se dire qu'on trouvera une plus belle Coupe d'Europe encore la saison prochaine. Mais à la fois, on a vu d'un peu près les étoiles, et on peut pas s'empêcher de se dire vraiment, il s'en est fallu de peu pour que la saison se termine encore mieux en apothéose. Alors moi, c'est bien. On va pas avoir exactement le même avis avec Alric, mais justement, moi, je trouve que cette 5e place-là, déjà, elle est très bien. Moi, je suis très content de finir à cette 5e place. Je trouve que c'est totalement cohérent avec le niveau qu'on a montré cette année. Je n'ai pas vraiment de regret sur le fait d'aller en Ligue des Champions ou pas. Je suis plutôt d'avis d'aller en Ligue Europa, de faire une bonne saison en Ligue Europa, et un petit peu comme on a fait en Conference League la saison dernière. Si ça peut mieux se terminer, ça peut se terminer par autre chose qu'un but de Jean-Kévin Augustin, on prend quand même, Jérémy. Mais, oui. Non, évidemment, mais je préfère faire une bonne campagne européenne, que l'équipe et le club surtout prennent de l'expérience dans ce genre de compétition. Je préfère qu'on prenne 2-3 ans plus à aller en Ligue des Champions, mais que quand on est en Ligue des Champions, on est le niveau pour. J'ai pas franchement envie d'aller en Ligue des Champions pour prendre 4 ou 5-0 tous les matchs, même si écouter la musique au début, c'est cool. Après, je peux très bien comprendre qu'on a envie d'aller en Ligue des Champions dès maintenant, hein. Mais moi, je préfère justement prendre un peu plus de temps. On va en Ligue Europa, c'est très très bien. Et de toute façon, je trouve que sur la saison,
voilà, comme j'ai dit, on est à notre place. On a montré malheureusement trop de limites dans certains secteurs du jeu, notamment la finition devant les buts pour aller plus loin. Trop d'erreurs, d'inattention aussi. Cette phase qui arrive très souvent en début d'année où on est tout le temps, où on fait des résultats catastrophiques, notamment à la maison où on joue pas. Il y a des matchs qu'on ne joue pas, j'ai l'impression, notamment celui contre Nantes, où on perd 2-1, où clairement ce sont des matchs où si tu t'appliques un peu, tu fais match nul et en fait tu le perds alors que vraiment tu peux très bien aller chercher au moins le nul. Donc voilà, ça s'est pas joué à grand chose, comme ça s'est pas joué à grand chose il y a aussi 2 ans. On est allé en Conference League et qu'à, je crois, 3 points, on était en Ligue des Champions aussi. Donc voilà, ça se joue sur des détails, ça se joue toujours sur des détails. Mais il faut se dire aussi qu'à 2 points, on était en Conference League ou voire dans aucune compétition européenne. Donc voilà, moi je trouve qu'on est à notre place, c'est très bien. On va quand même, je pense, être attractif sur le mercato avec cette Coupe d'Europe là. Donc voilà, content d'aller en Ligue Europa et quand même satisfait de la saison, même si c'est vrai que c'est pas que j'ai pas de frustration et de regret sur le fait de pas aller en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'il y a des comportements par contre et des résultats que j'espère ne plus voir l'année prochaine. Je pense par exemple aux défaites à domicile contre Montpellier et Nantes en février-mars. Ce genre de résultats-là, il va falloir clairement arrêter parce que ce genre de match-là, c'est pas possible à regarder. Et pour un club qui se veut européen chaque année, c'est pas possible. Donc voilà. Heureusement, on a redressé la barre en fin de saison avec les victoires contre Le Havre, Strasbourg, Lorient, il me semble. Donc voilà, je trouve qu'on a fait une fin de saison qui est quand même plus en accord avec le niveau que l'on a et que l'on veut avoir. Donc ça, c'est positif. Donc voilà, je suis curieux de voir aussi ce que ça va donner l'année prochaine avec de nombreux changements. Les rumeurs qu'il y a actuellement me plaisent plutôt. Donc on va voir ce que ça donne, mais bon, plutôt content de cette 5e place. Je vous propose, messieurs, de clôturer ce dernier match de la saison de partout à Lille, je vous le rappelle. Anecdotique pour le gym qui, de toute façon, termine 5e. Alors oui, on peut chercher là où on a perdu des points. Lille, le match aller, les matchs face à Nantes et face à Montpellier également à domicile, le match à Reims. Enfin voilà. On sait aussi où se situe la différence entre une équipe qui jouera l'Europa League et une équipe qui jouera la Ligue des Champions, mais c'est pas grave, c'est sûrement le statut du club aujourd'hui. Ça vient valider un très beau début de saison et une belle fin de saison avec un trou d'air au milieu malheureusement dont il faudra se servir pour les évolutions et pour que le club grandisse. Et on va parler de ça puisque l'actualité hors terrain est chargée également, sûrement plus que sur le terrain d'ailleurs ces derniers temps, puisque Jean-Pierre River a confirmé en marge, en parallèle du match hier, le départ de Florent Ghisolfi à la Roma. Bon, ça faisait pas trop de doutes, mais voilà, on sait que l'ancien directeur sportif du RC Lens va quitter l'OGC Nice pour s'engager avec le club de la Ville Éternelle. Maintenant, on va pas, peut-être qu'on se réservera plus tard pour faire un bilan du passage de Ghisolfi, mais un bilan au final assez court puisque c'est même pas 2 ans. On en a déjà parlé, notamment de sa gestion du premier mercato d'hiver dispendieux avec 45 millions mis sur Terem Moffi et Youssouf, et puis un changement de cap du projet Ineos de toute façon qui ne lui est pas dû et qui, on peut le comprendre, l'a poussé à trouver d'autres pistes. Florent Ghisolfi, au final, c'est quelqu'un d'assez pragmatique, qui a misé sur des joueurs qui, pour la plupart, sont des bons joueurs de Ligue 1 et ont apporté quelque chose à l'OGC Nice. Il y a eu des coups assez intelligents, je pense notamment à Morgan Sanson qui rejoint l'OGC Nice pour vraiment pas très cher. Mais on l'attendait peut-être davantage sur sa capacité, comme il a fait à Lens, à dénicher des joueurs en dehors des circuits connus, ou en tout cas d'essayer d'apporter des plus-values sportives sans investir des grosses sommes. Là-dessus, on a été peut-être un peu moins satisfait. On est resté sur du classique et du pragmatique, mais de l'efficace. Voilà, est-ce qu'au final, Florent Ghisolfi, c'est pas quelqu'un qui a bien fait son taf avec les moyens qui lui ont été donnés, sans génie, mais à la fois sans faute majeure non plus? Faut pas oublier que ce qu'on lui présente comme projet quand il arrive, c'est pas du tout celui qu'il a eu dans les mains. Donc déjà, ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte et qui doit permettre une analyse objective. Je veux dire, quand il arrive, on lui. D'ailleurs, c'est ce que dit d'ailleurs un des responsables du RC Lens au moment du départ de Flo Ghisolfi. Il dit, il s'en va parce qu'on lui a proposé un projet beaucoup plus ambitieux que le RC Lens. Le problème, c'est que c'est pas ce qu'il a eu dans les mains à l'OGC Nice. Parce que tout a changé au dernier moment.
Après, tu dis, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs en dehors du circuit connu. Effectivement, il y en a eu qu'un. C'est Youssouf, qu'on connaissait pas du tout, qu'on a appris à connaître, qui a fait un très bon départ avec nous. Puis là, cette saison, c'était un peu plus compliqué, même si il a très bien démarré. Blessures, suspension, plein de choses qui font que c'est compliqué. Puis on l'a moins vu. Le passage de Flo Ghisolfi, c'est justement du bien et du moins bien, mais parce que tous les facteurs n'étaient pas en sa possession. Je veux dire, quand tu as un propriétaire comme Ineos qui, au bout d'un moment, dit je coupe les robinets alors que je t'avais dit au départ que tu aurais tout ce que tu voulais pour faire le mercato que tu veux, je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti. On peut critiquer de poser 18 millions sur Boga, de poser 11 millions sur Mohamed Ali Chou, qui sont des joueurs certes intéressants, mais est-ce que les sommes sont pas un peu démesurées? 30 Je suis pas sûr que c'est les premiers que je retiendrai niveau somme démesurée. J'allais y venir. 30 millions sur Terem Moffi, c'est, je pense, la plus grosse erreur en termes de dépenses. Parce que, attention, hein, Terem Moffi, quand il arrive à l'OGC Nice, il fait 6 bons mois. Il marque un but de fou à balle. Enfin, ça fonctionne vraiment bien. Sous Digard, par contre, 30 millions, déjà à la base, j'avais dit, c'est trop cher. Je l'avais dit sur tous les plateaux, toutes les émissions, j'avais dit, c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des déclarations que je sais pas si ça vient du club directement, mais j'ai pu lire ce matin, le club lâchera pas Terem Moffi à moins de 30 millions. Mais qui mettra 30 millions sur Terem Moffi, à part un club anglais fou furieux? Enfin, je veux dire, sa saison, elle vaut pas 30 millions. Il finit à 11 buts, mais à chaque fois, c'est un doublé par-ci, un doublé par-là. Il n'y a pas de consistance, il n'y a aucune cohérence, aucune régularité dans ce qu'il fait. Et puis de toute façon, j'ai une meilleure conduite de balle que lui. Donc oui, on sait. On attend la vidéo quand même, on a le gif, mais... non, mais voilà, c'est très difficile de se dire que tu vas pouvoir le vendre 30 millions. Donc ouais, c'est son principal raté. Après, il a fait avec les moyens qu'il a eu et ils n'étaient pas très importants. Jérémy, sur l'épisode, du coup, on va même pas parler d'air, parce que 19 mois, finalement, c'est quand même peu, surtout dans ce rôle-là. L'épisode Florent Ghisolfi, on le disait avec Alric, il y a eu des bons coups, il n'y a pas eu de couac majeur. Bon, on peut regretter le prix investi sur Terem Moffi, mais ça reste 11 buts et ton attaquant titulaire cette saison. On attendait plus, le rapport qualité-prix est questionnable, mais c'est pas non plus c'est pas Matt Moussilot, quoi. Enfin, je sais pas, mais qu'est-ce qu'on retient en fait de ce passage de Flo Ghisolfi? Rien, parce que trop court. Un côté pragmatique avec les prolongations des joueurs importants quand il fallait, et puis des bonnes trouvailles, des bonnes idées sur des joueurs fiables de Ligue 1. Voilà, je sais pas, toi... Pour le cas Florent Ghisolfi, écoute, moi je pense que oui, le mot pragmatique est le bon. Je pense que son passage est plutôt réussi. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été réussies, notamment les prolongations de contrat, où c'est un domaine où on n'était pas forcément très très bon les dernières années, je trouvais. Là, j'ai en tête pas mal de prolongations de contrat. Il y a eu Thuram, il y a eu Boudaoui, il y a eu Buonanni, notamment. Donc voilà, je trouve que ça, c'est déjà pas mal. Je pense que les choses qui devaient être faites dans l'ensemble ont été faites. À chaque fois qu'on avait besoin de recruter un joueur, ça a été quasiment fait à chaque fois. Par exemple, moi, je reste quand même d'avis cette année qu'on aurait dû recruter un défenseur central supplémentaire. Mais après, sur les autres postes, qu'on soit content ou pas des arrivées, le travail avait été fait. Il y a des transferts qui ont été quand même plutôt réussis. Je pense à Youssouf, Morgan Sanson, qui est plutôt en bon coup. C'était intelligent de le faire venir. Je trouve que dans l'ensemble, c'était pas mal, sans être exceptionnel non plus. J'en attendais un petit peu plus, mais je pense que justement, avec la réduction des moyens avec lequel il a dû composer, ça a été un peu plus compliqué. Donc voilà, après, je sais pas exactement ce qu'on lui avait promis, ce qu'on lui avait dit, ce qu'on lui avait pas dit, sur le fait qu'il soit déçu ou pas, ça, j'en sais rien. Moi, ce qui me dérange quand même un tout petit peu, par contre, c'est que tu fais signer un directeur sportif et il ne reste qu'un an et demi. Donc ça, pour moi, c'est quand même un peu un échec en termes de management. Et ça, je veux parler plutôt globalement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, moi, ça me dérange. Et je vais faire le lien justement avec la déclaration de Jean-Pierre River hier soir qui parle de stabilité. C'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des cycles. Par contre, ça serait quand même bien qu'on ait un peu de stabilité parce que c'est bien beau d'avoir un entraîneur chaque année.
un directeur sportif qui change, etc. etc. Moi, j'aimerais bien justement, il y a des noms qui sont sortis dans la presse qui me plaisent plutôt. J'aimerais bien qu'on parte au moins sur un cycle de au moins 3-4 ans avec des gens qui sont là, qui restent là, qui sont contents d'être là. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à rien. S'il y a des gens qui ont un contrat mais qui en fait partent au bout de si peu de temps, ça va plus être possible. Et franchement, je trouve ça assez fatigant pour tout le monde. Donc voilà, en tout cas, je vais justement avec cette déclaration de Jean-Pierre Riverière qui parlait stabilité, je pense qu'il en est conscient et je pense que c'est ce qu'il a recherché. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et j'espère qu'on va en avoir avec la nomination du futur directeur sportif et je pense du futur entraîneur, parce qu'apparemment Francesco Farelli ne va pas rester. Donc voilà, en tout cas, ça m'a rassuré qu'il parle de stabilité. Son interview, sa petite intervention dans l'ensemble m'a rassuré. Après, il est dans son rôle d'essayer de rassurer. Il va pas tirer la sonnette d'alarme, même si il le faut, je pense. Même si c'était le cas, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, il a une déclaration qui était plutôt rassurante. Les objectifs, comme il a dit, ont été atteints. On voulait finir dans les 6 premiers, on a fini 5e. Ce qui me plaît, c'est qu'il le dit clairement que l'année prochaine, on veut être européen aussi. Donc au moins, les objectifs sont là pour l'année prochaine. Ça peut paraître bête, hein, mais le fait d'avoir justement déjà dit que c'était l'objectif d'être européen et de bien faire l'année prochaine aussi, c'est déjà acté et ça c'est bien. Donc on verra bien pour la suite. Je suis quand même curieux de voir ce qui va se passer cet été. Ça va être intéressant. Il est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je garde un sentiment d'inachevé sur cette saison. Mais bon, voilà, l'OGC Nice, comme on le sait tous, hein, tous les supporters peuvent le dire, c'est une relation toxique. Hein, c'est cette meuf toxique que tu as envie de te barrer, mais elle a toujours quelque chose qui te fait craquer, donc c'est exactement ça. Et quand il a commencé à dire qu'il voulait retrouver de la stabilité, qu'il a même dit l'année prochaine, l'objectif c'est de se requalifier en Coupe d'Europe, donc d'être dans le top 6 et de performer l'année prochaine en Coupe d'Europe, et que même si les moyens vont être réduits parce qu'il y a une restructuration générale, selon ses mots, du côté de Ineos Sport, d'un point de vue financier, on allait retrouver quelque chose de plus cohérent avec le gym, j'étais là devant mon écran et j'ai dit ok, j'avais dit que je me délaisserais un petit peu de tout ce qui est OGC Nice l'année prochaine, et en fait il m'a presque convaincu. J'ai dit ok, go, on y va, hein, avec toi Jean-Pierre pour l'année prochaine. Et puis il abordait aussi la question de cette finale de Cup entre les deux Manchester et qu'est-ce qui se passerait si United se qualifie en Europa League. Il a dit qu'il y aurait des aménagements à faire pour que les deux clubs puissent y participer, mais que ça serait pas impossible. Bon, du coup, même si j'ai été très longtemps supporter de Manchester United, et que je le suis toujours un petit peu, hein. Ça c'est pareil, c'est toxique aussi. Personne n'est parfait, mais c'est voilà, pas grave. Personne n'est parfait, mais bon, ça dure depuis plus de 20 ans, donc malheureusement, ça va pas s'en aller du jour au lendemain. J'ai presque envie de dire que je préfère que City la gagne, comme ça on se pose pas la question, quoi, parce que l'OGC Nice reste quand même la priorité. Donc globalement, voilà, un Jean-Pierre River qui se veut rassurant, qui est un très bon communicant, parce qu'en fait, je vais repartir avec lui, quoi. Oui, alors qu'on sait très bien que tous les étés, on entend ce genre de discours, mais il le dit, hein, qu'il souhaite des choses un peu plus vertueuses. Je pense qu'effectivement, il fait aussi allusion aux finances du club qui sont à grande perte et sous injection d'argent frais d'Ineos. Voilà, avec cette dépendance qui n'est jamais une très bonne idée, même si Ineos est là pour longtemps, d'après ses dires, mais ce serait bien que le club, notamment avec les grosses ventes qui sont attendus cet été puissent être un peu plus autosuffisants ou en tout cas ne soient pas à la merci de la volonté d'Ineos d'investir ou pas pour ses ambitions sportives et puissent générer ses propres bénéfices. Donc ça passera évidemment par de la stabilité dans les résultats en championnat, éventuellement des performances en Coupe d'Europe, et moi c'est ce que j'ai retenu dans le discours, c'est qu'il veut jouer les deux compétitions à fond. Donc après il faut s'en donner les moyens au niveau de l'effectif, et c'est là-dessus qu'on attendra notre futur directeur sportif, peut-être Florian Maurice, hein, histoire de faire quelque chose de 100% rennais avec ex-rennais en tout cas avec Pep Genesio. Bon, Pep Genesio étant aussi un ancien du club qui a participé à l'époque à la remontée en première division de l'OGC Nice avec le maillot le plus moche probablement de tous les temps, le légendaire maillot Bobcats. Voilà, bon, il n'a pas un lien très très fort avec l'OGC Nice, une saison, mais bon, il retrouvera certains anciens probablement aussi devenus membres du club
et de l'entourage de l'OGC Nice. Alric, c'était la dernière émission de la saison. On va probablement faire une petite libre antenne en coprod avec notre ami Pancho, comme on a l'habitude de faire en fin de semaine. Mais pour Avantinissa, on reviendra pour une 6e saison cet été, au moins déjà, pour suivre les nouvelles aventures de ce club qu'on aime, hein, malgré tout, même si des fois on n'a pas l'impression quand on nous entend parler, mais pensez bien que si on fait 50 émissions dans la semaine, qu'on est à chaque match, qu'on prend sur notre temps libre, c'est parce que c'est notre passion avant tout, et il y aura des choses à dire encore, nouvel entraîneur probablement, nouveau directeur sportif certainement, plein de nouveaux joueurs, enfin bref, voilà, hein, c'est l'éternel recommencement, le nouveau projet, on l'espère il durera sur 3 ans cette fois, et puis on a déjà hâte d'y être en réalité, même si on est peut-être preneur de 2-3 semaines de vacances quand même, histoire de souffler et de digérer une saison qui a été moins longue que la prochaine, où il y aura probablement une 15aine de matchs en plus, mais éprouvante encore, comme d'habitude, nerveusement pour les supporters du gym. Ressenti 15 ans cette saison. Ouais, moi ça y est, les cheveux blancs sont partout. Ouais, ressenti 15 ans. Moi je sais que c'est la dernière de Avantinissa pour cette saison, en tout cas me concernant. Et puis avec Copéglon, mais les vacances sont bien méritées. Et puis l'année prochaine on verra ce qui se passera. Mais oui, avec grand plaisir certainement, ouais. Moi sur cette année Avantinissa, c'est vrai que l'année est un peu particulière, et je pense qu'il y a eu un moment où un peu comme tout le monde, moi j'ai eu un moment où j'étais un peu lassé, j'avoue, par pas forcément les résultats, mais par certains comportements que j'ai vus sur le terrain, ce qui était couplé avec quand même des grosses déceptions les années d'avant, avec la défaite en Coupe de France, la défaite contre Bâle, surtout la manière, encore on y revient à chaque fois, mais c'est surtout la manière. En tout cas, moi je suis content de toujours faire les émissions, j'espère que les émissions sont agréables à écouter pour tout le monde, et en tout cas l'année prochaine, je l'espère. En tout cas, merci pour votre fidélité tout au long de la saison, merci pour vos messages, vos encouragements. On va travailler à faire en sorte que la saison prochaine soit aussi réussie, et puis en espérant qu'elle le soit également sportivement. Et d'ici là, comme d'habitude, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.